Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par CyberJobs. Je suis Richie Cohen, cofondateur de la plateforme, et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir un commandant de la Marine nationale. Bonjour commandant. Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et tous. Alors on se retrouve autour d'une thématique aujourd'hui, quels sont les nouveaux postes stratégiques en cybersécurité? Alors simplement, je pense qu'on va élargir au fur et à mesure de cet échange le contenu de cette thématique-là. Commandant, déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter un peu l'organe dans lequel vous évoluez au sein de la Marine nationale? Bien sûr, donc je suis le capitaine de corvette Eric, je garde mon nom pour moi, et je suis donc le commandant en second du centre de support à la cyberdéfense de la Marine nationale. Donc la Marine, depuis 2015, a décidé d'organiser sa cybersécurité et notamment la cyberdéfense active et opérationnelle autour d'un centre unique qui s'appelle le Centre Support Cyberdéfense et qui a trois vocations. La première, c'est d'entraîner les forces à la réponse à incidents, entraîner nos bateaux, entraîner nos marins, nos équipages. Une seconde mission plus récente qui est celle de SOC de la Marine nationale. Donc nous sommes maintenant le SOC agrégateur des remontées, j'en reparlerai d'incidents, des bateaux et des unités à terre de la Marine nationale. Et enfin, une capacité de projection de matériel spécialisé en cyber, sondes, bref, tout ce qu'on peut imaginer dans notre domaine de compétences, et déploiement de capacités humaines, des experts qui travaillent dans mon organisme, dans mon unité, et qui sont projetables en 48 heures partout sur la planète pour répondre à des incidents qui arriveraient sur des bâtiments de combat. D'accord. Alors juste, c'était quelle année que vous avez lancé le centre support cyberdéfense? Donc la marine fait de la cyber, a commencé à s'intéresser, à l'instar des autres entités de l'État, à la cybersécurité dans les années 2010. Et nous nous sommes rapidement aperçus que chacun avait des idées. Donc il fallait un centre unique pour agglomérer, synthétiser et rendre efficace la cybersécurité au sein de la Marine nationale. Donc le centre support cyberdéfense a été créé en 2015, en août 2015, et donc nous avons cette année, nous allons fêter notre 8e bougie avec une grosse montée en puissance des missions et des ressources et des compétences nécessaires. D'accord. Et aujourd'hui, en termes d'effectifs, les équipes cyber, bon, après, j'imagine que c'est pas strictement cyber, quelquefois c'est lié un peu à la SI. Ouais, c'est de quel ordre? Alors, dans les armées en général, on estime pas loin de 4500 cybercombattants. J'entends cybercombattant toute personne qui agit dans le domaine de la cybersécurité, que ce soit en cyberprotection, analyse de risque, sécurisation de projets, de programmes a priori avant l'incident, en cyberdéfense, évidemment, toute ma partie, donc la réponse à incident, et puis dans des domaines plus étatiques, plus régaliens, que seules les armées peuvent aborder, mais je ne me permettrai de pas les aborder ici pour des raisons de confidentialité, bien évidemment. Donc voilà, il y a vraiment une montée en gamme à 4500 qui est prévue. Pour la Marine nationale, cela représente, nous sommes pour mémoire la plus petite des armées avec un effectif de 35 000 personnes. Les armées, c'est 300 000 personnes, donc on représente un dixième des armées. Nous, on est plutôt à 200 cybercombattants, dont 50 dans mon unité. Donc 50 vraiment dédiés au quotidien à cette tâche. Les 150 autres étant répartis pour apporter un soutien à toutes les entités et les bateaux, en France, en métropole, mais également outre-mer ou à l'étranger, où le pavillon français flotte sur une unité de la Marine nationale. D'accord. Parce qu'on rappelle, alors ça c'est une donnée un peu géopolitique que je ne maîtrise pas forcément bien, mais la France c'est l'un des premiers pays qui couvre le plus de territoire maritime, il me Le semble. second. Le Tout second. à fait. Nous avons le second espace maritime mondial derrière celui des États-Unis. Alors, soyons pas malhonnêtes, c'est pas la métropole qui nous apporte ce rang, ce sont toutes nos outre-mer qui nous permettent d'avoir ce qu'on appelle des ZEE, des zones d'exclusivité économique, dans lesquelles donc des territoires maritimes. Et donc la France est la seconde puissance maritime mondiale, que ce soit dans ce volume maritime à l'international, puisque ça va de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique, à l'océan Indien avec la Réunion, les Antilles, et puis bien évidemment la France métropolitaine. Alors on imagine que du coup on est plus sensible ou on a une probabilité, on va dire, d'être
entre guillemets, victime d'agissements malveillants, enfin, en tant que deuxième puissance maritime. Donc c'est pour ça que j'imagine que les enjeux ils sont pas moindres. Les enjeux sont effectivement assez vastes puisque nous cumulons finalement les problématiques de tout le monde. Nous avons toutes les problématiques liées à la pollution numérique générique sur Internet, celle que tout le monde connaît, du mail de spam jusqu'à des petites attaques, voire des attaques un peu plus rudes comme celles qui ont touché des hôpitaux parisiens en ransomware. Donc nous sommes victimes de toute la pollution d'Internet. Et en plus, nous subissons, ou en tout cas nous sommes des cibles d'intérêt pour les États. Les États, ce qu'on appelle aujourd'hui dans le langage militaire les compétiteurs stratégiques, donc des pays qui ne seraient pas nos alliés et qui disposeraient par ailleurs de compétences et de capacités cyber d'États aptes à mener des attaques dans le cyberespace. Donc nous avons ce double prisme d'être à la fois un grand organisme d'intérêt pour des attaquants classiques et puis un organisme militaire et donc stratégique pour des attaquants plus étatiques. D'accord. Alors, si on se concentre un peu plus sur les fonctions, sur les équipes, comment elles sont structurées, on va parler un peu plus d'effectifs, après de recrutement. Aujourd'hui, est-ce que l'ensemble des postes liés à la cyber sont, par exemple, alors je ne sais pas si c'est une information jusqu'où on peut aller, mais sont exclusivement des postes en France métropole? Non. La Marine nationale, à l'instar des armées françaises, est présente sur toutes les mers du monde et surtout, nous avons des ports-bases situés partout sur la planète, mais également dans des pays avec lesquels nous avons des accords de coopération. Je pense au Sénégal avec une base navale à Dakar, aux Émirats arabes unis avec une base navale à Abu Dhabi, mais également à toutes nos bases navales, Fort-de-France, Nouméa, Papeete. Donc nous avons un besoin de cybercombattants au sens large du terme dans toutes ces entités, qu'elles soient en France, à terre, là où je suis actuellement, à Toulon, mais également sur les bâtiments de combat, notamment le Charles de Gaulle, qui est, de par sa mission, sa taille et son volet stratégique, notre priorité. Et puis, toutes nos entités outre-mer. D'accord. Et alors, sur les profils, si on se concentre un peu plus sur les profils, bon, on sait que les différents corps d'armée recrutent énormément de ce qu'on appelle, nous, des juniors, Oui, des profils sortis d'école. oui. À qui vous vous adressez, en fait, exactement, quand vous recrutez des cybercombattants? Alors, nous avons deux populations de cybercombattants aujourd'hui au sein de mon entité. Nous avons une moitié qui sont des cybercombattants issus des armées, c'est-à-dire des gens qui se sont engagés à 17-18 ans en tant qu'officier marinier, donc sous-officier, plutôt avec des profils bac plus 2, et qui, en interne, sur à peu près une dizaine d'années, sont montés en puissance et sont aujourd'hui ont atteint un niveau bac plus 3, bac plus 5 en interne et donc sont aujourd'hui notre épine dorsale parce que cumulent deux compétences, la compétence cyber acquise en académique et la compétence de marin acquise pendant les 10-15 années dans lesquelles ils ont servi sous les drapeaux. Ça, c'est une première population. Et puis, la seconde population qui nous intéresse, ce sont des ingénieurs juniors. Donc, des personnes qui sortent d'école d'ingénieurs, en général directement à la sortie de leur école d'ingénieur, et pour lesquels nous proposons des contrats à durée déterminée, généralement 4 ans, et qui permettent pour le candidat ou pour le futur marin de se générer une première expérience, une expérience professionnelle au sein d'un organisme d'État, donc quand même quelque chose avec un niveau de sécurité et un niveau d'attente très fort. Et puis, un niveau aussi de confiance de la part de l'État par le mécanisme des processus d'habilitation. On a tous entendu parler du secret défense. Eh bien, ça, c'est un mécanisme long et quand on est à l'intérieur des armées, on le conduit à son terme. C'est quelque chose qui est très recherché par les grandes entreprises, notamment de la base technologique de défense française, Thales, EADS, MBDA et autres Naval Group. Donc, cette population de juniors, nous les faisons venir pour leur donner une expérience professionnelle dans un cadre déjà bien établi, avec des gens sérieux autour, et aussi pour essayer de nous récupérer leur niveau académique
très update, ils sortent directement d'école, donc ils apportent cette nouveauté, cette innovation, cette capacité à nous faire, nous rendre et nous laisser dynamiques et de ne pas s'endormir sur nos lauriers. Donc voilà, de vieux marins, ou en tout cas des marins aguerris pour créer une structure, et puis de jeunes marins qui viennent nous rejoindre pour une durée déterminée, pour apporter leurs compétences et eux attraper une expérience et un niveau de confiance de l'État. Alors, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les vieux marins, entre guillemets, ce sont des profils qui sont, en fait, qui sont militaires de carrière. Oui, tout à fait. C'est ce que j'appelle les vieux marins. Ce sont des gens qui se sont engagés pleinement en général informaticiens et ensuite qui ont évolué assez rapidement sur une petite dizaine d'années vers la cybersécurité. Donc des gens qui ont navigué, qui ont fait des opérations militaires, voilà. Alors, commandant, vous avez parlé notamment de l'habilitation. J'aimerais bien qu'on revienne, pour ceux qui ignorent un peu la signification de ce statut. Est-ce que vous pouvez voilà, faire une petite introduction sur ça? L'habilitation est un processus de l'État français qui n'est pas exclusif des armées, hein, qui concerne également les autres ministères, et qui a pour but de s'assurer que la personne qu'on va employer n'ait pas de faille de sécurité humaine. J'entends, il y en a 4 grandes. Est-ce qu'il a des problèmes d'argent? Est-ce qu'il a des problèmes d'idéologie? Est-ce qu'il a des problèmes de compromission, drogue, sexe, etc. Ou est-ce qu'il a des problèmes d'ego? Ce sont en effet ces 4 prismes qu'on rassemble dans un acronyme américain qui s'appelle MICE, Money, Ideology, Compromission, Ego, qui permet pour un service de renseignement étranger, les espions, d'attraper un humain et de lui faire sortir de l'information utile. Donc nous, on a un processus d'habilitation qui va vérifier au moment de l'embauche que la personne n'a pas de grosses problématiques. C'est-à-dire qu'il n'a pas des millions d'euros perdus au jeu ou une addiction aux stupéfiants qui lui fait dépenser de l'argent et qui donc créerait une faille exploitable par des espions étrangers qui lui diraient écoute, en échange du mot de passe d'administrateur de domaine Active Directory, on va te régler tes problèmes financiers pour la vie. Très intéressant. Donc, pour s'assurer qu'on n'ait pas ce genre de cheval de Troie dans notre organisation, les armées conduisent un processus d'habilitation qui a pour but d'explorer un petit peu, sans être trop intrusif, évidemment, la loi française est quand même, nous sommes une démocratie, est quand même assez carrée, mais est-ce qu'on a un casier judiciaire? Est-ce qu'on a eu des problèmes d'addiction, etc., etc. Tout ça prend à peu près 1 an. Au bout d'1 an, on vous délivre une habilitation qui permet d'accéder à des informations confidentielles de l'État, jusqu'au niveau très secret, donc des niveaux d'engagement militaire de très haut niveau, et qui permet derrière de travailler sur des dossiers beaucoup plus sensibles, souvent beaucoup plus intéressants aussi. Alors ça, c'est la partie du quotidien et celle qui nous anime, mais surtout, c'est un processus, vous l'avez compris, qui est long, qui pourrait empêcher quelqu'un de travailler pour nous. Et donc, quand vous obtenez ce sésame, entre guillemets, et que derrière, vous allez vous présenter dans une entreprise, un grand groupe qui travaille avec l'État, c'est un gage de sécurité déjà acquis, où l'entité, l'entreprise qui vous accueille n'a plus besoin de conduire ce processus long. Et donc, a priori, entre deux profils exactement identiques, s'il y en a un qui a ce tampon en plus, ça crée un sacré boost. Alors, je confirme, je partage complètement ce que vous dites là, commandant, puisque effectivement, nous, on voit énormément de CV passer sur Cyberjobs. Et effectivement, en plus, la loi française, elle est faite de façon à ce qu'on ne peut pas demander, par exemple, à un candidat, ça c'est une donnée que les candidats ignorent très souvent, on ne va pas leur demander leur nationalité, parce que c'est discriminatoire. Et quand, en fait, effectivement, on constate sur un CV, en fait, alors donc les recruteurs doivent un peu jouer sur la lecture du CV. Alors, ça peut être où on a fait ses études, est-ce que c'était en France ou pas, et encore, c'est pas forcément exhaustif. Mais c'est surtout le passage, effectivement, dans un corps d'armée. Ah bon, après, ça dépend à quelle fonction. Là, typiquement, en fait, ils peuvent lire et ça accélère énormément les processus en interne pour justement rejoindre, in fine, des entreprises privées, parce que comme vous l'avez très bien dit, après, on pourra revenir sur peut-être les attentes en général des candidats, mais quand en fait ils terminent cette période de 4 ans,
c'est un peu comme une carte blanche après pour entrer dans le secteur privé sur justement en plus des salaires, ou peut-être on pourra reparler aussi de la partie salariale, mais voilà, sur la partie salaire après où on franchit un vrai cap, puisqu'il y a ce côté habilitable et c'est des économies même pour l'entreprise elle-même, puisque quand on recrute, et là vous allez peut-être aussi pouvoir nous éclairer, c'est que se passe-t-il pendant cette étude habilitable ou pas, pendant un an? Si sur 4 ans, il se passe un an où on évalue le candidat, qu'est-ce qui se passe pendant un an pour ce candidat? Je voyais arriver la question, bien évidemment. Eh bien, loin de nous de le laisser sécher dans un bureau à attendre, évidemment, nous avons énormément de sujets. La Marine nationale, sans déflorer de secret d'État, subit, ou en tout cas fait l'objet nous traitons, pardon, 400 à 450 incidents par an sur l'ensemble de notre périmètre de responsabilité. Évidemment, tous les incidents ne sont pas liés à des systèmes secrets ou des systèmes critiques. Et donc, nous avons une bonne part aussi de dispositifs et de besoins sur des niveaux, ce qu'on appelle nous non protégés, c'est-à-dire sans nécessité d'être habilités. Donc voilà, en général, les gens qui viennent d'entrer dans l'institution militaire, pendant un an, on va les mettre sur des petits dossiers ou des dossiers non critiques et qui n'emportent pas de secret d'État. Et puis, dès qu'ils sont habilités, ça nous a permis aussi, ne soyons pas malhonnêtes, d'avoir une période d'observation et derrière de les orienter vers des sujets beaucoup plus touchy, régaliens et qui peuvent engager jusqu'à la responsabilité de l'État français. Bon, voilà, je pense qu'on a bien fait le tour, en tout cas voilà, de façon assez complète de tout ce qui était habilitation. C'était extrêmement intéressant. Merci, commandant. Maintenant, on va passer voilà, sur les profils que vous recrutez. Oui. Typiquement, donc on a parlé justement, donc il y avait côté réponse à incident, le SOC, la capacité de projection cyber. À travers ces différentes unités, si on peut appeler ça des unités, services, quels sont les profils qui sont recrutés derrière? Alors, au niveau ingénieur, clairement, nous souhaitons des ingénieurs qui aient des axes techniques, en tout cas pour mon entité. Puisque moi, étant un centre de réponse à incident, il faut que je puisse aligner des adjoints et des marins qui sont capables de régler quasiment en autonomie. Un bateau n'a pas une taille infinie. Donc, si je dois envoyer une personne, parce qu'il n'y a qu'une place dans l'hélico pour l'envoyer, il faut qu'il soit compétent. Donc, ce sont vraiment plutôt des profils de master, M1, M2 réussi, voire MS, en cybersécurité avec un prisme technique. Voilà vraiment notre cœur de cible. Ceci étant dit, nous avons d'excellents jeunes officiers qui sortent d'écoles d'ingénieurs et qui ont des profils informatiques, mais il faut qu'il y ait systématiquement un prisme réseau fort. Parce que nos problématiques, les bateaux à la mer, nos problématiques sont liées à l'élongation, au fait d'être obligé de passer par des plateformes et des rebonds que nous ne maîtrisons pas toujours, par des systèmes de satellites commerciaux, par exemple. Et donc, il y a nécessité d'avoir des gens qui ont une finesse d'analyse des réseaux, puisque c'est ça notre cœur de cible, notre problématique numéro 1. Donc voilà, soit des gens déjà très avancés, master spécialisés cyber, plutôt très techniques, soit des ingénieurs plus généralistes, mais IT avec network. D'accord. Mais vous prenez des stagiaires et alternants ou pas? Oui, tout à fait. Nous avons actuellement 4 alternants. Donc, des alternants qui sont arrivés chez nous à Bac+2 validés et qui, j'en ai un cette année qui part de chez nous avec son Bac+5. Donc oui, nous prenons 4 alternances qui représentent… alors, je sais que les chiffres peuvent paraître minimes, mais ça représente 10% de mon effectif, hein, ou quasi, ce qui est pas anodin. Et puis des stagiaires. Alors là, par contre, les stagiaires, nous sommes un peu plus sur du niveau fin de cursus ingénieur, avec des stagiaires où on va pouvoir, sur une période relativement longue, 3 mois minimum, leur confier des missions pleines et entières. Là où avant, on avait des Bac+2, Bac+3, et c'était plus compliqué parce qu'il fallait beaucoup les encadrer et on ne pouvait pas leur donner, sur des stages d'1 mois ou 3 semaines, des choses vraiment d'intérêt. Donc voilà, plutôt post-Bac+3, voire Bac+5, fin de cursus ingé, et sur des stages de 3 à 6 mois. D'accord. Et sur la nature des métiers en tant que tels, Oui.
Est-ce qu'on peut développer davantage voilà, sur les postes? Donc, comme je vous l'ai dit, l'entité dans laquelle je travaille, le centre support cyber, je vais vous en reparler en premier, mais j'ouvrirai derrière vers la Marine nationale et les armées. Nous sommes un centre de réponse, donc nous avons besoin d'ingénieurs ou en tout cas de jeunes officiers qui soient en premier lieu aptes à générer de la compétence. Donc des gens qui aient un petit prisme pédagogique, qui soient en tout cas heureux d'expliquer leur travail pour faire en sorte de sensibiliser, voire de passer un témoin ou un relais à des marins, pas forcément sachants, mais dans tous les cas qui opéreront des systèmes numériques critiques. Donc, première chose, des gens qui soient capables de s'exprimer, qui soient capables de transmettre quelque chose et de donner des conseils avisés. Évidemment, nous les formons à tout cela, mais il y a quand même un prérequis. Quelqu'un qui est mort de trouille devant 2 personnes, ça va être compliqué. Ensuite, nous avons besoin puisque nous avons un SOC, nous avons besoin de personnes qui sont capables de définir des architectures de SOC, notamment dans des architectures réseau complexes comme un bâtiment de combat. Parce que nous sommes une niche, donc avec un intérêt évidemment pour des industriels, des grands groupes, un peu moindre qu'une entreprise qui aurait, je ne sais pas, 10 000 entités sur le territoire national. Nous avons 100 bâtiments de combat. Ça représente très peu. Et donc, ce sont toujours nos marins, qui vont déployer et les sondes sur Ikata, et les serveurs Gatewatcher, et les SIEM, et les SOAR, etc. Tous ces beaux acronismes du domaine cyber à bord des bateaux. Donc, des gens qui sont capables de mettre en place du matériel, de l'intégrer dans une architecture réseau existante, et puis surtout d'identifier l'endroit où on va pouvoir capturer la donnée utile pour pouvoir faire l'analyse cyber. Typiquement, dans un système de captation réseau, NIDS, eh bien, il va falloir poser nos sondes à des endroits stratégiques dans le bateau pour définir où est cet endroit stratégique. On a 2 options. Soit l'industriel nous dit où c'est, moyennant plusieurs millions d'euros, soit nous avons des ingénieurs compétents qui sont capables d'analyser une architecture réseau en un coup d'œil et de dire le point nodal, le point d'intérêt, il est là. Et ça, c'est vraiment ce que je recherche en premier lieu pour ce second type d'emploi. Et puis, enfin, nous avons des gens qui sont projetables. Et donc, il faut beaucoup d'autonomie, d'indépendance et d'être capable de prendre des décisions, et de les expliquer évidemment, mais même des décisions difficiles. Nous avons eu l'année dernière un incident sur un bateau. C'est un jeune ingénieur qui sortait d'école d'ingénieur, il était dans sa première année dans l'emploi, et eh bien, il a dû aller expliquer au commandant du bateau qu'il fallait rentrer au port. Pas facile quand on a en face quelqu'un qui a une cinquantaine d'années, des épaules pleines de responsabilités, et puis nous, on est un jeune ingé qui sort à peine du cursus scolaire, aller expliquer à un grand chef que ça ne va pas le faire, il faut un peu de niaque. Donc, des gens autonomes, indépendants, qui soient capables de s'exprimer devant des autorités et transmettre les informations dans un langage compréhensible par des gens qui n'y connaissent rien, puisque moi j'ai des artilleurs, ils savent tirer au canon de 100 mm ou des missiles. Mais alors là, l'informatique, c'est pas du tout leur job. Là où dans le civil, quand on est dans une boîte d'IT, on peut imaginer que tout le monde a une petite appétence pour l'informatique. Dans la marine, nous sommes un 30e, puisqu'il y a 30 spécialités, un 30e des marins. Ça représente très peu. Il y a 29 marins sur 30 à éduquer. Autonomie, capacité à transmettre, et donc compétences techniques fortes. Ça, c'est pour mon centre. Et puis, pour la Marine nationale au sens plus large, nous avons également besoin de gens qui sont capables de conduire des analyses de risques. C'est un vrai besoin. Nous avons beaucoup de projets, programmes, dont certains sont de taille absolument gigantesque, comme le nouveau porte-avions qui arrivera aux alentours de 2030-2035. Eh bien, ce porte-avions, dès à présent, avant même qu'il soit construit ou qu'on lui ait donné un nom, c'était le débat de la semaine dernière, eh bien, il va falloir imaginer avec les industriels
les éléments de cybersécurité qu'on va y déposer, à quel endroit, pourquoi faire, etc., etc. Et ça, c'est un travail de fond, un travail plutôt de réflexion sur le temps long. Et ça, on a vraiment beaucoup de postes à armer à remplir dans ce domaine de l'analyse de risque. Alors, peu importe la méthode, c'est pas ça qui est important, même si les armées, pour pas vous cacher de secret d'État, c'est EBIOS RM qui a été sélectionné par les armées, mais quelqu'un qui a fait des analyses de risque cyber ou d'autres domaines est capable de s'adapter à EBIOS RM. Voilà, donc des gens qui sont capables également de conduire des analyses de risque. Bref, des profils d'ingénieurs cyber généralistes. D'accord. Bon, il y a aussi l'engagement, j'imagine. Ça, c'est autre chose. Là, j'étais uniquement Bien sûr. sur la partie métier, effectivement, mais servir dans les armées au sens large, ça doit être un choix personnel. Parce que mobilité forte. L'année dernière, je suis parti 4 mois et demi en mission sur le Charles de Gaulle. Voilà, eh bien, on laisse la famille sur le quai. Et bon, maintenant, les systèmes de communication nous permettent de leur envoyer un petit coucou assez régulièrement, mais ça reste dur pour la famille, pour le marin que je suis, que sont mes collègues. Donc, il y a effectivement besoin d'aller vers les armées, pas uniquement pour une ligne dans le curriculum vitae, mais également avec une envie peut-être, comme disait Kennedy, de ne pas se demander ce que l'État peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour l'État. Bon, surtout en ce moment, c'est bien de le répéter, d'entendre un autre son de cloche. Je ne vous cache pas que la situation ukrainienne, à l'instar de ce qui s'est passé en novembre 2013, sont des éléments qui portent atteinte à la sécurité de la France et qui, en général, sont un déclencheur, un switch pour de jeunes ingénieurs qui se cherchent un peu. Se dire pendant 4 ans, je vais servir mon pays et puis je vais attraper de l'expérience, de l'habilitation, etc., ça fait un tout cohérent et ils nous rejoignent. Mais il ne faut pas arriver en se disant juste ça va être chouette, je vais dans l'armée, puis on verra après. Ça ne marche pas, ça. En général, il y a une certaine déception, notamment au niveau des sollicitations qu'on va avoir. On est mobile, on est projetable, et puis, en échange, on a 45 jours de vacances par an, 9 semaines. Enfin, voilà. Et puis, on peut partir à l'étranger et outre-mer. Vous parliez, je vais en profiter, de salaire. Les armées ne sont pas les plus grandes pourvoyeuses de fonds de l'État. Nous sommes un centre de dépenses, comme disent certains politiques. Donc, les salaires sont relativement contraints en début de carrière. Un jeune ingénieur sorti d'école, vraiment junior, est aux alentours de 2002-2400 € à terme. S'il a la chance d'embarquer, il sera plutôt sur 2008 à minima, hors mission. Vous parlez de montant, vous parlez en Oui. gros. Et je parle de montant mensuel net. Ah, net, d'accord. Net. Montant mensuel net, 2002 à 2400 €. D'accord. Et par contre, quelqu'un qui s'engagerait et qui resterait au-delà de 4 à 5 ans monterait très rapidement à environ 4000 €. D'accord. Net mensuel. D'accord, donc ça fait du 35 brut. Ça fait ça fait 3000 bruts, 35 net, 35 bruts annuels, ouais, 35 K. On ne calcule pas comme ça dans les armées, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Je dois faire le grand écart. D'accord. D'accord. Et aussi au niveau de. Bon, parce qu'on voit quand même qu'on est assez exigeant sur le type de candidats qui rejoignent la Marine nationale. Oui. Et de l'autre côté, qu'est-ce que peut attendre, au-delà de tout ce qu'on a dit, qu'est-ce que peut attendre, au-delà de l'habilitation, etc., un candidat? Par exemple, est-ce qu'il y a une montée en compétences? Est-ce qu'il est livré à lui-même? Est-ce qu'il est encadré? Est-ce que ça lui permet de côtoyer aussi un écosystème cyber et voilà, il n'est pas tout seul dans son petit noyau? Évidemment. Les armées sont un corps à proprement parler. Et dans la marine, on cultive ce qu'on appelle l'esprit d'équipage, qui est indispensable pour vivre ensemble 4 mois dans une boîte en fer au milieu de la mer. C'est quelque chose de prégnant. Et donc, évidemment,
notamment les jeunes ingénieurs et des jeunes officiers, ils sont encadrés, tutorés dans leur première année tout au moins, si ce n'est plus, s'il y a nécessité. Donc il y a vraiment un accompagnement de marins aguerris vers nos jeunes. C'est indispensable. Il faut les amener à un niveau de compétence, il faut les amener à un niveau de connaissance, notamment de systèmes très particuliers, pour lequel, à part dans l'école de la marine marchande de Marseille, il n'y a aucun cours dans aucune école française sur les systèmes numériques de conduite de plateforme navale. C'est quand même faire bouger un safran et faire tourner une hélice avec de l'IP, enfin, IP entre guillemets sur des protocoles OTI plutôt, c'est pas donné à tout le monde. Et donc, tout cet accompagnement de transformer un ingénieur IT, même avec un prisme cyber, vers ce que sont nos besoins OT notamment, ça nécessite un accompagnement et évidemment nous sommes là. Par ailleurs, nous avons un processus interne de formation en continu. Donc tous les ans, les marins ont le droit à 2 stages à minima, donc généralement des stages de courte durée, hein, 1 à 2 semaines à l'ANSSI ou au Sens Institute, j'en passe des meilleurs, que ce soit des entités civiles ou militaires ou étatiques. Et puis tous les 4 ans, donc tous les ans, des petits stages pour entretenir ses compétences, et tous les 4 ans, une formation longue, en général de l'ordre d'1 an. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui souhaitent poursuivre après un premier engagement sous contrat de 4 ans et transformer l'essai en s'engageant, là derrière, ils rentrent dans un process de montée en puissance qui fait que, en fait, on a un système où on est obligé d'évoluer hiérarchiquement. On ne reste pas pendant 20 ans au même poste à faire la même chose. Tous les 3 à 5 ans, on est remis en jeu. Alors, ça peut être bahutant, parce que y a des certitudes qui tombent. En revanche, pour le vivre depuis 20 ans, pour ma part, même 25 ans, c'est extrêmement intéressant parce que c'est une remise en question permanente. Je faisais de l'analyse de risque sur des systèmes embarqués sur des aéronefs il y a 10 ans. Aujourd'hui, je fais de la réponse à incidents cyber. L'été prochain, je pars à Marcom, donc au commandement maritime de l'OTAN qui est à Northwood, en Grande-Bretagne, dans un environnement interallié, interarmé, international. Voilà, c'est ce prisme très large des possibilités d'emploi qui fait notre intérêt premier, et donc toujours accompagné, toujours avec un process pour monter en puissance et être le plus apte possible à remplir les fonctions de niveau supérieur. D'accord. Alors, il nous reste quelques minutes. Si certains participants veulent poser des questions, c'est maintenant. Je vais en profiter. Alors, 2 petites questions. Alors, bon, une question un peu. Alors, c'est pas forcément une question, mais c'est une remarque, on va dire, qui va quand même dans votre sens. C'est qu'on a la chance en France d'avoir énormément d'industriels qui sont sur le marché international, notamment de la défense. Alors, on a parlé de Thales, MBDA, Safran, Airbus aussi. Et donc, Dassault, effectivement, merci. Dassault, on ne les oublie pas. Et c'est vrai que si maintenant on sort de 4 ans, alors je reprends cette durée de 4 ans, effectivement, on a justement les opportunités, on va dire, même locales. C'est-à-dire que quelquefois, il faut aller ailleurs dans un autre pays pour se former et après revenir, changer de pays. Mais là, en fait, on a la chance en France, justement, d'avoir aussi bien donné ce côté un peu engagé, donner du sens aussi à ses compétences. Et donc, et aussi de monter en compétences en fait, de par l'expérience, parce que en fait, vous l'avez très bien dit, c'est pas dans l'information forcément qu'on va pousser la technique sur des systèmes d'information de bateaux de combat notamment, et on retrouve après ces 4 ans-là, d'une part, on est habilitable. Alors, je reviens sur ça parce que pour nous, on a énormément de CV qu'on propose aux entreprises qui sont refusées parce que justement, il y a ce côté habilitable. Donc, il ne faut vraiment pas sous-estimer cet avantage, même si on a bien compris qu'il n'y a pas que ça, mais ça, c'est déjà un avantage énorme. Et pour rejoindre quasiment les plus belles entreprises françaises ensuite. Et donc, et ça, c'est vraiment une chance. C'est même au-delà de ça, puisque je me bats pour vous dire quasiment au quotidien avec des entreprises de ce qu'on appelle la BITD, donc la base industrielle et technologique de défense
défense, c'est-à-dire ces 8 grandes entreprises françaises qui concourent à l'armement national. Eh bien, presque au quotidien, je leur explique que mes jeunes ingénieurs ne sont pas disponibles. Parce que, en fait, nous travaillons énormément avec ces industriels qui nous fournissent nos moyens. Et donc, que ce soit dans la définition du besoin cyber autour de ces nouveaux projets et programmes, que ce soit dans leur utilisation au quotidien et leur sécurisation, ou dans la réponse à incident, nous avons systématiquement des échanges avec soit des niveaux ingénieurs de ces grands groupes, soit des niveaux de direction quand on est dans la réponse à incident et dans les cellules de crise. Et donc, on crée aussi du lien avec ces gens-là. Donc, pour ceux qui veulent venir 4 ans puis aller vers des grands groupes, je dirais que c'est un challenge idéal. C'est une voie royale. Certains grands groupes, pour même la petite joke, sont prêts à, puisque quand on s'engage 4 ans, notamment au terme d'une bourse, et qu'on se dédie avant les 4 ans, on doit rembourser une partie de la bourse qui a été versée. Les grands groupes, notamment Naval Group, puisque c'est dans mon domaine le plus important, est prêt à racheter cette dette. Ils sont tellement sûrs du produit humain qu'ils vont pouvoir embaucher au sein des cybercombattants, des armées en général et de la marine en particulier, qu'ils sont prêts à faire de véritables efforts. Oui, mais comme on a dit, on a engagé quand on vous rejoint et donc on va refuser ce type de proposition. Absolument. Et moi, je m'occupe de refuser en avance. Pour tout vous dire, le chef d'état-major de la marine, donc, qui est quand même le numéro, on va dire, le numéro 4 ou 5 des armées françaises, a appelé il y a 3 mois les PDG des grands groupes français en leur disant maintenant, il faut arrêter les bêtises. Oui, et donc on imagine que vous êtes l'un des principaux clients, donc on refuse difficilement. Naval Group qui construit des bateaux de combat, vous imaginez bien que si la marine française lui dit tu arrêtes, ils arrêtent, et tout de suite même. D'autres sont un peu moins, comment dire, honnêtes. Ah, mais ça retranscrit bien sûr, non, mais la tension qu'il y a sur le marché, bien sûr. Et je termine juste avec une question, on va dire entre guillemets un peu plus personnelle, puisque alors on a bien compris, hein, vous êtes sur différents fronts, et là c'est un mauvais jeu de mots, hein. On sait qu'il y a énormément de pression, notamment sur les RSSI dans les entreprises privées, parce que bon, voilà, alors on parle de données personnelles, de faire fonctionner une usine, etc. Il y a une pression constante, H24, parce que typiquement, alors là je caricature un petit peu, je grossis le trait, mais un RSSI peut se réveiller le matin et découvrir que pendant la nuit, il a eu une attaque sur son usine, etc. Bon, Oui. il n'y a pas de vie en danger, enfin, en tout cas, en théorie, il n'y a pas de vie en danger, parce qu'en réalité, ça peut être un peu plus complexe, mais vous-même, comment vous vivez en fait le fait d'avoir une certaine pression? Alors, bien sûr, vous êtes pas seul, et j'imagine qu'il y a une part de responsabilité. Oui. Comment on le vit en fait au quotidien? Parce que là, on parle plus seulement d'usine ou de données personnelles. J'ai appris à vivre avec, pour être tout à fait honnête. C'est effectivement un engagement assez compliqué de se dire, comme vous l'avez dit, et ça arrive pas souvent, mais 3 ou 4 fois dans l'année, ou en plein milieu du week-end, de la nuit ou des vacances, le drame, entre guillemets, arrive, et là, il faut pouvoir avoir une réponse efficace. Effectivement, j'ai appris à vivre avec. Mon épouse avait appris à vivre avec aussi, le coup de fil à 3 heures du mat'. Et puis, on a des équipes. Et on a surtout des adjoints, des techniciens supérieurs qui sont pleinement engagés dans leur boulot, qui sont très solidaires des gens qui sont sur les bateaux et qui sont dans la mouise. Et donc, en fait, il faut s'appuyer sur l'équipage. Nous, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que j'endosse mon niveau de responsabilité, mais j'ai des équipes qui sont là pour me soutenir de façon réelle. Je ne suis pas seul face au problème. J'ai des chefs, une pyramide hiérarchique extrêmement claire, c'est l'avantage des armées. On sait avec ça où on est positionné dans la pyramide, il n'y a pas de discussion possible. Et donc, ça permet derrière d'avoir des réponses extrêmement claires. On identifie le décideur, on peut lui poser la bonne question. Est-ce que je vous m'autorisez à faire cela? Oui, non. Il n'y a pas cette espèce de magma d'incertitude qui s'installe dans certaines situations dans le privé.
Nous, les choses sont extrêmement claires. Un bateau, une unité, un régiment, un avion de l'armée de l'air qui serait embêté cyber un samedi soir au mois d'août, eh bien, il y aura une chaîne de réponse parce que les marins veillent en permanence et les armées veillent en permanence. Donc, je le vis bien parce que, avec le recul et l'âge, j'ai appris que je n'étais pas seul face à tout ça. Et j'imagine que vous le transmettez également à vos équipes, Bien et même évidemment. aux plus jeunes, à gérer Évidemment. justement. Quand j'étais junior, en plus, j'étais sur Paris. Donc, c'était vraiment le réceptacle à toutes les problématiques, alors que là, je ne vois que les bateaux, globalement. C'était assez rude. Puis, il y a un moment, soit on se perd et on commence à pleurer, soit on fait appel à des amis. Et c'est ce que j'ai fait. Ça marche bien. Commandant, merci beaucoup. C'était passionnant, passionnant Merci. comme échange. Donc, on retrouve la Marine nationale sur Cyberjobs, également sur leur site carrière. Vous pouvez envoyer des candidatures spontanées à répondre aux offres d'emploi qui sont en cours et éventuellement aussi même continuer l'échange directement par la messagerie de Cyberjobs pour les candidats qui souhaitent en savoir plus. Merci beaucoup, commandant. Si vous souhaitez quelques questions, il reste un petit 10 minutes à votre convenance. Alors justement, c'est Il y c'est a des l'appel gens que qui j'ai souhaitent. c'est l'appel que j'ai fait. Oui, j'ai vu un message sur le chat, mais je ne l'ai pas lu. Ah non, c'est un. Ah Oui, non, c'est un non, message interne, ça. un message interne. Pas C'est un d'autres message questions. interne. Voilà, si quelqu'un veut poser la question, c'est maintenant ou qu'il se taise à jamais. Non, 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 bien évidemment, je reste disponible via Cyberjobs. Effectivement, êtremarin.fr, que ce soit pour une envie d'un stage de courte durée, 3 mois minimum, hein, sinon ça n'aura pas d'intérêt, ou aller plus loin vers l'engagement, n'hésitez pas, nous recrutons tous les profils, tous les niveaux, même si ce sont des gens autour de vous qui n'ont pas un niveau, ou vous, qui n'avez pas un niveau ingénieur, mais un niveau plutôt bac plus 2, n'hésitez pas. Il y a vraiment du boulot pour tout le monde, que ce soit sur des bateaux, à terre, sous les tropiques, dans d'autres pays, bref, des marins. Et en tout cas, j'ai mis l'adresse mail, notre adresse mail à nous. Voilà, si vous souhaitez directement que l'on transfère vos candidatures pour X ou Y raison, hein, si vous ne souhaitez pas vous créer de compte directement sur Cyberjobs, si possible, on transmettra toutes les candidatures que l'on reçoit. Merci à tous. Merci à vous. Merci, commandant, et Avec plaisir. j'espère à très bientôt. À très bientôt. Portez-vous bien et bonne chance pour vos études à toutes et tous. Au revoir. Merci, au revoir.